Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Alex, bienvenue dans le podcast. Salut Kel, merci à toi pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Comment tu vas? Écoute, ça va bien. Aujourd'hui, il fait beau. Donc déjà, ça a un impact positif sur le moral. C'est ça. Par contre, ça caille, hein. Dehors, il fait froid. Par contre, ça caille. Donc c'est pour ça que j'ai mon pull et j'ai mon sous-pull. Ça caille. Alex, pour les auditrices et les auditeurs du podcast, pour les gens de ma communauté qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer ce que tu fais? Tu veux la version longue ou la version synthétique? On a le temps, tu peux choisir l'axe de présentation que tu veux. Enfin, synthétique, synthétisé plutôt. Ok. Alors du coup, moi, je suis Alexandre. Euh, Principalement de métier, je suis préparateur physique. Ok. Alors, si vous voulez vraiment la version un peu plus longue, au début, j'ai fait ma reconversion en tant que préparateur physique très tôt dans ma carrière, mais au début, Ok. moi, je suis ingénieur télécom. Ok. Donc moi, Intéressant. à 18 ans, tu sais, on te demande, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, je sais pas ce que je veux faire, tu vois, j'ai aucune idée. Il y a des gens qui le savent et tout est en leur honneur. Moi, personnellement, quand j'ai fini mon bac S, mon baccalauréat, c'est l'équivalent, je pense, du gymnase en Suisse, Ouais, c'est l'équivalent de la maturité en Suisse. la maturité, Mhm. d'accord. Donc tu as 18 ans, t'es là, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut que tu intègres, faut faire des études supérieures, il faut que tu choisisses ton métier. J'ai envie de te dire, il y a des gens qui pendant toute leur vie essaient de chercher qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur quotidien professionnel. Donc moi à l'époque, j'avais aucune idée et donc j'ai fait ce qu'on m'a dit qu'il faut que je fasse. Donc j'ai fait des études d'ingénieur. Ok. À 23 ans, j'avais fini, donc j'ai fait le parcours académique, hein. J'ai fait une licence en génie électrique et après j'ai fait un master en télécom spécialisé dans les hyperfréquences et les optoélectroniques. Bon, le terme technique juste pour dire télécom en gros. Mhm. Et à 23 ans, donc j'avais fini mon master et je me suis retrouvé sur le marché du travail. Et heureusement que pendant le parcours du master, si tu veux, tu as environ un an où tu fais des stages en entreprise pour t'imprégner un peu du métier. Donc tu Ok. découvres vraiment ce que c'est le métier d'ingénieur R&D, recherche et développement. Et donc pendant ces stages d'études, moi je me suis vraiment rendu compte du quotidien professionnel, si tu veux, de l'ingénieur, et je me suis dit ce n'est pas du tout le quotidien professionnel que j'ai envie de vivre, et celui que j'ai pas envie de me lever tous les matins pour faire ça, quoi. Même Pourquoi? si, même si d'un point de vue purement, disons, d'un- si je prends les matières en elles-mêmes, c'est des matières qui sont très intéressantes, mais le quotidien professionnel était lourd. Pourquoi? Parce que tu passes beaucoup de ton temps derrière un bureau, devant un PC, en train de faire des simulations sur des logiciels 3D, et ensuite une fois que ta simulation est prête, tu vas essayer de la concrétiser. Donc, tu es toujours dans des laboratoires. Tu vois, enfin, tu travailles pas directement avec t'as pas beaucoup de liens humains, si tu Mhm. veux. Et donc, tu es toujours enfermé, beaucoup devant des écrans, souvent face à toi-même. Quand quand tu es en face d'un problème technique ou peu importe. Euh, Donc bon, bref, c'était pas vraiment un quotidien professionnel qui me convenait. Je voulais quelque chose dans lequel je peux m'épanouir un peu plus. Mhm. Et donc, je me suis posé une très grande question à cet âge-là. J'avais 23 ans et je me suis dit, est-ce que je continue quand même dans cette voie et à me lever tous les matins en traînant la patte pour faire un métier c'est pas qui ne m'intéresse pas, mais c'est plus le quotidien professionnel qui était lourd. Ok. Donc, je me suis dit non, j'ai pas envie. J'ai envie de faire ma passion, mon métier. Donc, j'ai repris des études. J'ai continué, donc j'ai refait une licence à la faculté de sport à Montpellier. Donc c'est la filière STAPS, on appelle ça en Mhm. France. STAPS pour Sciences et techniques des activités physiques et sportives.
Donc j'ai refait une licence, c'est-à-dire l'équivalent du bachelor, Mhm. et j'ai refait un master derrière. Donc le master spécialisé en sciences du mouvement humain et sciences de la performance. Donc en fait c'est préparation physique, Ok. d'accord? Euh, à l'époque il s'appelait comme ça. Aujourd'hui je pense qu'il s'appelle, on l'a renommé. Je pense qu'aujourd'hui il s'appelle master en préparation physique. C'est un peu plus sexy comme nom, quoi, que le Si je me premier. trompe pas. Voilà, c'est un peu plus, ça parle un peu plus aux gens. Tu m'étonnes. Euh, Donc, juste euh, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je cherche à vivre de ma passion. Donc, à cette époque-là, à 23 ans, tu t'entraînes déjà. Tu fais déjà du sport. Tu fais quoi Toujours, comme sport? toujours. C'est quoi ta pratique un petit peu qui te dit, ah bah tiens, j'ai envie de performer là-dedans. Ouais, toujours. Alors moi, depuis très très jeune, j'ai beaucoup été attiré par la pratique de la musculation d'un côté et les sports de force, enfin les sports de combat de l'autre. Ok. Donc tu vois, moi, j'ai vécu avec les générations de Schwarzy, de Stallone. Donc tu vois, c'était un peu. Ouais, je vois bien. On a été, alors, à bien ou à mal, ça, c'est pas la conversation, mais c'est vrai que nous, on a été, je sais pas, t'es à quel âge, Alexandre? Je suis de 86, de 86 ans. Ok, Donc là, d'accord. j'ai Donc, 38 ans. t'as 2 ans de plus que moi. On a été biberonné à la testo, quoi. Elle a été biberonnée à la testo, à la virilité. Après, c'est un autre débat si c'est bien ou pas. Je vais pas Voilà. rentrer dedans. Non, c'est pas le Mais moment. Ça c'est pas pourrait le être un moment. sujet, par contre. Ça pourrait être un sujet. Et donc, du coup, j'ai toujours été attiré par ça et par ces pratiques. Et depuis très jeune, j'ai, je faisais, je me rappelle très bien, quand j'étais ado, je faisais ma muscu à la maison, tu sais, avec les pompes, les barres fixes et tout, Mhm. les tractions. Et puis, je me suis très vite aussi investi dans les sports de force, dans les sports de combat. Putain, à chaque fois, je me trompe, puisque les sports de force, c'est un peu plus tard. Donc, sport de combat, et j'ai fait du jiu-jitsu, du Krav Maga. Mhm. J'en fais plus aujourd'hui. Et en parallèle, je faisais toujours de la musculation. Alors, c'était une musculation plus fonctionnelle. Donc, c'était pas de la musculation type bodybuilding. J'ai toujours été attiré, si tu veux, par les entraînements type minimaliste. Donc, je Mhm. faisais de la force athlétique, avec des entraînements qui sont plus axés sur des séries courtes, un volume d'entraînement plutôt restreint. Donc, voilà pour répondre à la question, quels Ok, sont du les sports sport. que je pratiquais. Tout à fait. D'accord. Ok. Donc, tu démarres ton master, bachelor ou master de préparateur physique? Alors, j'ai fait les deux. Donc, j'ai Ok. fait la licence, et ensuite, j'ai fait le bachelor, et ensuite, j'ai fait le master. D'accord. Ok. Master préparation physique. Alors la licence, on l'appelait pas licence prépa physique, c'était licence entraînement sportif. Mhm. Et pendant la licence, je me suis spécialisé dans les sports de force, justement, Ok. donc tout ce qui est haltéro, force athlétique et culturisme. Mhm. Et c'était la fédération, à l'époque, c'était la Fédération française de culturisme, de force athlétique et d'hypertrophie. C'était une même fédé pour toutes ces disciplines. Mhm. Aujourd'hui, ça a changé. Je pense que la fédé de force est toute seule, la fédé de... Ou alors elle a changé de nom, je me rappelle plus Ok. exactement. Mais ouais, donc j'avais passé mes brevets fédéraux d'haltérophilie, de culturisme et de force athlétique en parallèle de mes études en STAPS Ok. quand j'étais en train de faire la licence et puis quand j'ai continué aussi à faire le master. D'accord. Et Voilà. une fois que ce parcours estudiantin est terminé, comment est-ce que tu te retrouves sur le marché du travail et comment est-ce que ça démarre? Difficile. Ah, c'est bien. Pourquoi difficile? Ça départ difficile parce que Première question, c'est pourquoi difficile? Et deuxième question, c'est à quel moment et pourquoi est-ce que ça n'est plus difficile ou ça devient un peu moins difficile et un peu plus facile? c'est toujours de plus en plus difficile. Ah, ok, d'accord, ça marche. Donc c'est difficile parce que si tu veux, dans le métier de préparateur physique, tu as très peu de postes. T'as Ouais, pas, t'as pas de, y a pas de débouché. ouais. Très très peu de postes. Donc tu galères quand tu es préparateur physique, tu as fini ton diplôme, tu as fini ton cursus, tu galères à trouver un poste de préparateur physique, quoi, tu vois. Il y a des postes de coach en salle, ce qui ne m'intéressait pas. Mhm. Et donc, je n'ai pas directement travaillé dans le domaine. Je suis allé voir un peu ailleurs et je me suis dit, euh, je pense que si à l'époque, j'étais en train de postuler dans les magasins de sport, donc Decathlon, Go Sport, etc. Mhm. Et donc, du coup, j'ai été pris à Decathlon et j'ai fait plusieurs années à Decathlon, enfin plusieurs années, 2 ans, en tant que responsable rayon à Decathlon. Donc, je me suis éloigné un peu du milieu de la prépa physique parce que justement, j'arrivais pas à trouver un poste digne de ce nom, quoi, tu Mhm. vois. Et ensuite,
Donc 2 ans chez Decathlon en tant que responsable rayon. Et ensuite, je me suis dit, non, encore une fois, je me suis reposé la même question, tu vois, c'est dingue. Non, c'est pas, encore une fois, c'est pas le quotidien professionnel que j'ai envie de vivre. Et donc cette fois-ci, je me suis dit, bon, ben, j'en ai marre de faire des choses qui me plaisent à moitié. Maintenant, je me mets à mon compte. Parce que c'est la seule solution pour moi, en fait, de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Mhm. Et de me mettre à mon compte et de faire ce que je veux, Ok. tout simplement. Et donc en 2016, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai une Olympique. chaîne YouTube Olympfit, tout à fait. Donc c'est une chaîne à but éducatif, académique. Donc mes vidéos sont des vidéos ennuyantes. C'est uniquement pour les gens qui veulent, qui s'intéressent au métier et qui ont envie d'approfondir leurs connaissances. Pour les gens qui J'adore. cherchent du divertissement, vous venez pas sur Olympfit, ne perdez pas votre temps, il n'y a pas de divertissement dessus. D'accord? Donc j'ai lancé, si tu veux, Ah, ma j'adore, chaîne. j'adore parce que c'est totalement assumé et je kiffe trop ça. Bah écoute, je connais un peu le domaine, quoi, Ouais, donc je ouais, bien sais sûr. que Mais c'est bien, au moins les gens savent à quoi s'attendre. au moins les gens savent à ce qu'à s'attendre. Donc Mhm. effectivement, le but, si tu veux, au début de ma chaîne, c'était, comme je me suis lancé en tant qu'indépendant et que j'avais à l'époque un style de vie un peu nomade, parce que j'étais avec ma compagne qui est médecin aujourd'hui, donc à l'époque, elle était toujours en train de faire ses études de médecine, Mhm. et on bougeait souvent, donc on changeait de lieu, parce que dans les études de médecine, c'est des études qui sont longues et tu entre ton internat, ton externat, bref, tu bouges, tu n'es pas souvent au même endroit. Et donc, à l'époque, quand je me suis lancé, j'étais à Limoges, j'habitais au Limousin, Mhm. à Limoges, donc c'est le centre de la France. Et je faisais du coaching à domicile. Et en même temps, donc, je construisais ce pool de clients en local. Donc, je tissais mon réseau. Mais en même temps, je me disais, je savais que j'allais partir de Limoges. Et je me disais, mais quand je pars, je vais perdre tout ce réseau-là, en fait. Mhm. Donc, toute l'énergie que je déploie et que j'investis dans le développement de mon réseau local, ben, c'est un investissement qui est perdant. Parce que quand je bouge, je vais perdre tout ce réseau-là. Donc je me suis dit, il faut que je construise un réseau online, quelque Mhm. chose que je ne peux pas perdre si je bouge. Et donc j'ai lancé mon site internet, Olympfit, et j'ai commencé à coacher à distance. Ok. Et le gros challenge auquel j'ai fait face quand j'ai commencé le coaching à distance, bah, c'est comment corriger mes clients. Parce que pour moi, je pense que c'est les gens qui connaissent mon travail sur ma chaîne le ressentent. Le plus important pour moi, c'est le geste technique. Mhm. Avoir le meilleur programme au monde avec les meilleurs paramètres, le volume d'entraînement qu'il faut, qui est adapté, qui est minutieusement ajusté à tes besoins, les exercices qui sont minutieusement ajustés à tes besoins, les répétitions, le tempo, le repos, la fréquence hebdomadaire, tout est parfait, tout est génial. Mais par Mais contre, à chaque fois que tu te mets sous la barre, tu fais un mouvement de merde. ta À quoi technique est ça sert? éclatée. Voilà. Donc, à quoi ça sert d'optimiser, si tu veux, toutes les autres variables de l'entraînement? Si la variable essentielle, qui est Mhm. la technique, la technique du geste, ben, elle ne l'est pas. Ok, alors D'accord? finis ton propos et puis après je vais jouer à être un peu taquin, mais juste parce que Il y a aucun problème. c'est Tu drôle. peux. Ouais. Vas-y. J'espère que c'est un peu plus intéressant que drôle quand même. Donc, du coup, je me suis dit, merde, je n'arrive pas à corriger mes clients, quoi. Tu vois, Mhm. je peux pas les voir, je peux pas les corriger. Donc, j'ai lancé bien sûr le coaching en vidéo. Donc, j'essayais de me filmer en train de montrer les exercices. Et je faisais ça avec mes clients. Après, je me suis dit, mais à chaque fois, je monte l'exercice 30 fois. Donc, j'arrête. C'est une perte de temps, ce n'est pas efficace. Je vais le montrer une fois Mhm. et je le mets sur YouTube. Et comme ça, les gens peuvent voir comment faire. D'accord. Et à la base, c'est comme ça que j'ai lancé la chaîne YouTube. C'était exactement pour ce but-là. C'était pour que mes clients puissent savoir comment faire les exercices que je leur demande de faire. Ok. Voilà. Et donc après, c'est parti, les gens ont commencé à regarder, ils ont commencé à aimer, je commençais à avoir des retours positifs, et j'ai continué à produire du contenu éducatif, un peu plus large spectre, donc du contenu pas uniquement orienté pour mes clients, mais pour toute personne qui a envie de développer un peu plus ses connaissances dans le domaine de la préparation physique, plus particulièrement dans le domaine de la préparation physique en salle de sport, puisque c'est Mhm. ma spécialité. En préparation physique, il y a plusieurs axe, si tu veux. C'est quand même très large, hein, le domaine de la préparation physique. C'est un peu comme si on disait la médecine générale. Il y a plein de choses que tu peux Oui, faire. oui. C'est comme Donc, c'est comme la musculation. En soi, la musculation, c'est pas une finalité. C'est un outil qui permet de desservir plusieurs finalités.
Tout à fait. La musculation, c'est un outil Mhm, qui sert à développer plusieurs qualités. Tout à mhm, fait. Et en ok. préparation physique, tu as, plusieurs axes aussi. Tu as la préparation physique, par exemple, qu'on appelle la préparation physique intégrée avec ballon, donc où tu travailles avec les joueurs sur le terrain avec ballon. Tu intègres la préparation physique à l'entraînement technique. Tu as la préparation physique spécifique sur piste, par exemple, pour travailler avec tout ce qui est athlète d'endurance ou de sprint ou de tout ce qui se fait sur piste en fait. Mhm, Donc où il faut développer les qualités cardiovasculaires, la VO2, la puissance VO2, la capacité VO2, etc. Et puis tu as tout ce qui se fait en salle. Et moi, c'est ça ma spécialité, c'est la mhm, préparation physique en salle de sport. ok. Et donc où est-ce que j'en étais? Tu vois, je m'éparpille, je sais plus ce que je suis en train de dire. Je vais te permettre de te réorienter. Comment tu pallies au problème dont on suivi à distance? Donc, tu as pallié au problème de comment est-ce que je fais pour que les gens puissent apprendre le mouvement, en l'occurrence des tutos d'entraînement où tu expliques Exactement. l'exécution du mouvement. Mais comment est-ce que tu pallies à la mauvaise exécution du geste de la part de ton client Voilà, donc et moi à je travaille distance? toujours en vidéo. Voilà, je travaille toujours en vidéo, c'est-à-dire que je demande à mes clients de se filmer Ok. sous plusieurs axes même, des fois sur un même exercice. Donc je suis un peu chiant là-dessus. Mais après, voilà, j'explique à mon client que c'est pour son bien. Donc s'il n'a pas envie de se filmer, mais écoute, il se filme pas et je pourrais pas le corriger. Mhm. Bon. Mais c'est dommage parce que et, Tu passes à ça, côté d'une partie du service. c'est exactement ça. Ça Ouais. enlève une grande partie de la qualité du service et je peux moins bien le coacher si je ne sais pas comment il est en train de faire ses mouvements. Mhm. D'accord. Donc, je demande toujours à mes clients de se filmer. S'ils sont motivés, ils se filment sur tous les exercices que je leur donne dans le programme. Et moi, je prends le temps de regarder chacune des vidéos pour corriger chaque geste. S'ils sont pas motivés, s'ils n'ont pas envie de tout filmer, au moins qu'ils se filment sur les gros exercices de base, fondamentaux, polyarticulaires, qui peuvent potentiellement poser un peu plus de problèmes techniques que des petits mouvements monoarticulaires. Ok. Donc, ils se filment pendant qu'ils s'entraînent, mais t'es pas en Exactement. appel visio avec eux Non, pendant qu'ils s'entraînent. Ok. non. Ils se filment tout seuls, de leur côté. Ils m'envoient les vidéos. Et ensuite, on refait un retour. Alors moi, je travaille toujours en individuel, donc je fais que du personnalisé. C'est-à-dire que quand je suis en visio avec mon client, c'est un seul client, hein, je prends pas plusieurs en même temps. Ouais. Et on prend le temps de revoir tout ensemble en fonction, enfin, ses gestes techniques, son programme, sa programmation, son évolution, etc. Mhm. Donc, tu as un check. C'est quoi les conditions d'accès à ton service de suivi à distance? Il y a une durée de prise en charge minimum, Pas il y du tout. a un check hebdomadaire, mensuel, comment ça se passe? Alors, il n'y a pas de... C'est au nombre de rendez-vous. C'est très simple. C'est des formules qui sont, si tu veux, le prix de la formule est fixé en fonction du nombre de rendez-vous. Ok, Généralement, c'est un point, donc un rendez-vous tous les 15 jours. ok. On fait le point en vision, un peu comme je suis en train de faire avec toi. Et, ou alors par appel téléphonique, ça dépend des Mhm. clients, hein. Il y a des clients qui préfèrent par appel téléphonique, comme ça ils n'ont pas à se mettre devant une caméra, c'est plus simple pour eux. Donc ça, les modalités, la logistique, ça va vraiment dépendre des préférences du client. Mais c'est une fois toutes les 2 semaines, on fait une visio, on fait le point. Et ensuite, j'ai trois formules sur mon site internet. Donc, il y a la formule de base où je vends le programme personnalisé avec trois visios. Donc, une première visio pour faire connaissance avec mon client, Ouais. qui dure environ 1 heure. Toutes les visios durent environ 1 heure, hein. Donc, première visio, on fait connaissance, on pose les objectifs, les capacités, l'historique, etc. Donc, tout ce qu'il faut que je sache pour que je puisse construire un programme personnalisé. Mhm. Ensuite, j'envoie le programme à mon client. On fait une deuxième visio directement après que je lui ai envoyé le programme pour que je puisse lui expliquer ce que j'ai fait, pourquoi j'ai construit le programme tel que je l'ai construit, euh, tous les paramètres. Donc, on revoit ensemble tous les paramètres du programme et qu'est-ce que je lui demande vraiment de faire. Et comme ça, je vois directement, si tu veux, son feedback et sa réaction vis-à-vis à ce que je lui ai proposé. Et s'il me dit directement, par exemple, Alex, non, ça c'est un exercice que j'avais l'habitude de faire et qui me pose problème, on peut, voilà. Donc on commence déjà à faire des ajustements en fonction de la réaction du client. Et ensuite, on a un troisième rendez-vous. Et généralement, c'est 2, 3, peut-être 4 semaines après. Ça va vraiment dépendre aussi de la demande. Et le troisième rendez-vous, le but, c'est de finaliser et d'affiner le plus possible le programme pour qu'il soit vraiment
spécifique et personnalisé le plus Mhm. possible. Donc, le client, quand il reçoit le programme au début, il ne connaît pas, il n'a pas mis en place, donc il n'a pas encore essayé. Ouais, parce que tu as le premier appel, c'est le check-in. Ensuite, tu as le deuxième appel, c'est l'explication du programme. Mais il y a pas de séance d'entraînement entre les deux. Non, il n'y Ok. a pas de séance d'entraînement entre les deux. Donc, du coup, le deuxième visio, c'est pour délivrer le programme et pour expliquer à mon client ce que je lui demande de faire. Ensuite, il met ça en pratique de son côté. Il se filme sur les différents exercices que je lui demande pour que je puisse corriger sa technique. Il m'envoie les vidéos. Et ensuite, le dernier rendez-vous, c'est pour faire le point. Est-ce que le programme te convient? Est-ce que tu arrives à faire des exercices? On corrige les mouvements. On ajuste le programme s'il y a des choses qui vont pas. Et le but de ce troisième rendez-vous, c'est qu'à la fin de ce troisième rendez-vous, moi, je fais les dernières modifications nécessaires sur le programme. Et ensuite, le client continue en toute autonomie. Donc Ok. ça, c'est la première formule. Ensuite, les deux autres formules, bah, c'est exactement la même chose. C'est la première, plus un suivi pour les gens qui n'ont pas envie de continuer en autonomie, qui veulent quand même un suivi sur le plus long terme. C'est tout à fait possible, bien sûr. Et donc, les deux autres formules, c'est exactement ceci. Une formule sur 3 mois et une autre formule sur 6 mois. Toujours avec un appel toutes les 2 semaines pour faire le point concernant l'évolution des différentes qualités physiques qu'on essaie d'améliorer, ou peut-être uniquement une question de recomposition corporelle, et puis bien sûr toujours ajuster le programme en fonction des résultats, et toujours continuer à corriger la gestuelle qui des fois prend beaucoup de temps, hein, d'accord? Ce n'est Clairement. pas en 2 séances qu'on corrige la gestuelle. Ok. Et ça arrive que de temps en temps, tu aies un client ou une cliente qui te dise, ah bah j'aimerais bien qu'on se voit en vrai pour une Tout à séance fait, en présentiel. Et à ce exactement. moment-là, est-ce que tu réponds positivement à la demande? C'est Ouais, facturé en plus? Comment ça se passe? ouais, ouais, bien sûr, c'est facturé en plus. Ok. Et je réponds toujours positivement. Et après, la limite, c'est bien sûr le côté pratique. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que s'il est au Canada, ça va être difficile. À moins qu'il ait envie D'accord, de se donc, déplacer, mais ou de te payer le voyage. Non, c'est pas. exactement. Alors, ouais, D'accord. ce n'est pas encore arrivé, mais bon, je serai pour, hein. Je serai Ok. pour. Je Donc dirais pas non. aujourd'hui, ton core business, c'est le suivi à distance et la Alors, formation. voilà, donc c'est au fur et à mesure des années, si tu veux. Donc, au début, c'était vraiment le plus gros de mon business, le coaching. Et depuis quelques années, je développe de plus en plus la formation. Et pour le futur proche, pour moi, le but, c'est de développer de plus en plus la formation et de diminuer du coup le montant de coaching et d'augmenter le plus possible le montant de formation. C'est l'objectif en ce moment et pour le futur proche. Pourquoi est-ce que c'est ton objectif? Quel Bah, est le si tu veux, raisonnement qui t'amène à avoir cette envie-là et cette conclusion-là? Si tu veux, quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur YouTube, je me suis découvert une petite fibre pédagogique. Je me suis dit, ah, j'aime bien expliquer comment faire les exercices. Et puis les gens, ils aiment bien aussi ce que je fais. Donc je me suis dit, bah, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que les gens, ils reconnaissent que j'ai une capacité à transmettre les choses naturellement qui est plutôt sympa. Donc les gens, ils arrivent à capter le message que j'essaie de transmettre. Et moi, j'y prends plaisir aussi à ça. Donc j'aime bien faire mes vidéos, j'aime bien transmettre. Donc c'est parti de là. C'est-à-dire en 2016, quand j'ai commencé à faire les vidéos sur YouTube, bah, j'ai découvert cette petite fibre pédagogique et je me suis dit, bah, je veux enseigner. Et en 2017, j'ai eu ma première expérience en tant qu'enseignant. Et donc j'ai donné de cours de biochimie et de physiologie pour les élèves du BTS diététique, donc le brevet de technicien supérieur en diététique, parce que je suis aussi diététicien, mais on n'a pas continué le parcours en fait. Donc, on a sauté ce détail. Donc, On je a suis sauté ce aussi détail, diététicien. effectivement. Voilà. Je suis aussi diététicien. Donc, suite à mon master, juste pour faire la petite parenthèse, quand j'ai fini mon master, donc j'ai travaillé à Decathlon. Ensuite, je me suis mis à mon compte. Et quand j'étais à mon compte, je commençais à prendre des clients et j'avais beaucoup de demandes sur la nutrition. Ouais, comment est-ce qu'il faut que je mange? Combien de repas par jour? Qu'est-ce qu'il faut que je mange avant l'entraînement, après l'entraînement? Est-ce que les protéines c'est mauvais? Est-ce qu'il faut que je me supplémente? Donc nous en master, quand j'ai fait le master prépa physique, on a eu des cours de nutrition, mais c'était sommaire, d'accord? Mhm. C'était vraiment sommaire. Et je me suis dit, et en plus, c'était aussi un domaine qui m'intéresse, parce que, comme tu le sais, la performance va de main en main avec la nutrition, d'accord?
Et en plus, j'avais une demande auprès de mes clients, donc je me suis dit, bah, écoute, je veux, quand je donne des consignes et des conseils à mes clients, j'aimerais que ça soit le plus véridique possible. Je n'ai pas envie de raconter des conneries. Mhm. Et donc, je me suis dit, je veux être diététicien et je veux maîtriser aussi ce domaine-là. Et donc, je me suis lancé dans le diplôme national français pour être diététicien. C'est le BTS, le brevet de Mhm. technicien supérieur. Donc, il faut faire attention. Le terme diététicien est un terme qui est réglementé, Mhm. heureusement. Donc, pour être diététicien, on est obligé de passer un diplôme spécifique en diététique, en Mhm. nutrition. Alors que le terme nutritionniste, c'est comme le terme coach sportif, hein, d'accord? C'est open bar. Mhm. Tout le monde peut être nutritionniste, il n'y a aucune réglementation. C'est comme le coach sportif, en fait, hein, d'accord? Tout le monde peut être coach sportif, il n'y a aucune réglementation, que ce soit en Suisse ou en France, hein. En France, c'est pareil. Sauf que, bien sûr, dans la façon de faire, si tu veux, on te demande quand même ta carte d'éducateur sportif. Donc, il te faut quand même un diplôme au minimum équivalent au CQPIF. Mhm. Maintenant, avant, c'était le BPGEPS. D'accord? Mais le terme en soi, coach sportif, n'est pas réglementé. C'est-à-dire, même si tu n'as pas un diplôme, tu peux quand même faire du coaching à ton compte, il n'y a aucun problème. Tu n'es pas obligé Mhm. d'avoir ta carte professionnelle. D'accord? Ce n'est pas le cas pour diététicien. C'est un domaine qui est réglementé et donc voilà, c'était juste une petite précision pour que les gens puissent faire attention quand ils vont voir un nutritionniste. Bah, attention, un nutritionniste en soi, ce n'est pas un vrai métier en fait, hein. Il n'y a pas de réglementation derrière. N'importe qui peut être nutritionniste sans avoir aucune formation ou même aucune compétence. Bon, ça ne veut pas dire que les gens sont forcément incompétents s'ils ont fait des formations. Ça dépend des formations. Donc tu vois, c'est un peu comme l'autre domaine. Ok, ça marche. Ça dépend des formations. Il y a des formations qui sont nulles, il faut le dire, hein, d'accord? Mhm. Dès qu'il y a un problème de réglementation, donc là on vire sur un autre sujet, on pourra revenir dessus si tu veux un peu plus tard dans le podcast, mais dès qu'il n'y a pas de réglementation, ça ouvre la porte à toutes les dérives. Et donc il faut faire attention. Mhm. Ça marche. Du coup, tu t'es retrouvé à enseigner dans ce BTS de diététique. Exactement. Donc je me suis D'accord. retrouvé à enseigner la physiologie de l'appareil digestif et la biochimie de la digestion. Mhm. Et donc, bah, j'y pris plaisir et je me suis dit, bah, je veux continuer à enseigner. Et donc, j'ai intégré la fac de STAPS, donc l'université de STAPS, spécialisée donc, dans tous les métiers du sport. Pour ceux qui connaissent pas un STAPS, hein, juste je précise Mhm. pour les Suisses, hein, les Français, ils savent. Et donc, c'est vraiment l'université du sport et à Nantes, donc, vu que j'habitais à côté de Nantes. Et j'ai enseigné à l'université comme enseignant vacataire. Ok. Et j'enseigne toujours d'ailleurs à l'université comme enseignant vacataire, sauf que vu que je ne suis plus sur place, je donne des cours à distance. Mhm. Oui, parce qu'Alex est en Suisse maintenant. C'est devenu un petit Helvète. D'ailleurs, il est très bien intégré. Il dit 80 et 90. Franchement, c'est Oui, fort. C'est fort. ouais, oui, Ok, tentez donc pas. c'est comme ça que Même, tu te même retrouves avec mes à. clients français. C'est comme ça. Pardon, c'est Oui, comme ils se ça que tu retrouvent te retrouves à choqués. enseigner. Exactement, c'est comme Ok. ça que je me retrouve à enseigner et au fur et à mesure des années, bah, j'ai envie de développer de plus en plus cette fibre-là, si tu veux. Et aujourd'hui, dans le monde du coaching, dans le monde du fitness, j'ai des connaissances que j'ai envie de transmettre. Et donc, c'est pour cela que je développe mes propres formations en ce Mhm. moment aussi. Et tu Voilà. penses que c'est, d'un point de vue business, si on s'attarde uniquement sur l'aspect rentabilité, tu penses que actuellement le marché pour toi sera plus porteur dans la formation que dans le coaching? En tout cas, c'est ce que je souhaite Mhm. parce que c'est aussi une envie, si tu veux, qui est liée à l'évolution aussi de ma personnalité et puis des choses qui m'intéressent. Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup plus à transmettre mes connaissances qu'à faire du coaching. Mhm. Ça fait très longtemps que je fais du coaching, donc c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est juste que il y a un autre domaine qui vient prendre le dessus en termes d'intérêt. Mhm. Et donc, je veux toujours continuer à faire du coaching, j'arrêterai jamais. Mais c'est juste que j'aimerais diminuer la part du coaching et augmenter la part de la formation. Ok, d'accord. Est-ce que c'est rentable? Écoute, je sais pas, j'espère que c'est On verra. rentable. En tout cas, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un domaine, le domaine du fitness, le domaine du coaching, le domaine du PT, c'est un domaine qui est vraiment en train d'exploser ces années-là. Donc, pourquoi pas, même si le contenu que je propose est un peu plus pointu, un peu plus approfondi que ce qu'on peut trouver généralement dans les formations accessibles. Mhm. Mais voilà, c'est pour une niche
qui a envie d'approfondir ses connaissances. Ok, ça marche. J'aimerais revenir sur l'exécution technique d'un mouvement. Mhm, C'est là où j'ouvre le débat. mhm, Moi, je me positionne pas parce que le but n'est pas d'entendre mon avis, mais le but est d'entendre le tien. mhm. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette vague mode? Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est une vague? Je ne sais pas. Mais qui parle pas d'exercices spécifiques, mais plutôt de contraintes spécifiques sur le tissu, sur les différents tissus. Et l'argument qui est avancé, c'est dans un sport, et je vais prendre par exemple, je vais prendre le MMA. euh, pour utiliser un sport de combat que tu connais. On va prendre le free fight, on va prendre une amenée au sol avec un dos qui n'est pas du tout droit, avec une colonne vertébrale qui ne respecte pas du tout ses courbes physiologiques, notamment sur, bon, on va prendre un gros takedown ou par exemple un retournement d'adversaire en lutte gréco-romaine, donc avec un corps qui est dans toutes les positions possibles et imaginables. Et du coup, l'argument avancé par les défenseurs du lift ugly, c'est étant donné que le sportif va se retrouver contraint de manière non optimale dans son sport, ça pourrait être intéressant de le préparer avec ce type de contrainte dans son entraînement. Soulevé de terre dos rond. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? Quel est ton avis là-dessus? Euh, voilà, ça m'intéresse de savoir, vu que c'est quelque chose que tu as relevé avant et qui est très important pour toi, c'est l'exécution techniquement propre d'un geste. Très important. Euh, Écoute, je vais rebondir un peu sur ce que tu m'as dit et j'aimerais que tu précises un peu plus ta question. Vas-y. Est-ce que tu penses que, si je comprends bien, tu me dis que dans la pratique de n'importe quel sport, donc là tu m'as donné l'exemple de la lutte ou les sports de combat ou le MMA, on retrouve des postures. Donc là tu m'as donné l'exemple du dos rond, donc on peut rester dessus. Donc on retrouve effectivement du dos rond. Mhm. Donc tu me dis, vu qu'il y a ce dos rond dans cette gestuelle-là, dans cette pratique-là, vaut mieux l'entraîner en salle de sport? C'est ça ce que tu Alors, veux dire en fait? Alors oui, c'est ce que je dis. Objectivement, c'est pas ce que je pense, hein, mais c'est ce que je dis. Et oui, c'est l'argument avancé par les défenseurs de aujourd'hui ce mouvement qu'on pourrait appeler le ugly lifting. Tu sais, c'est le soulevé moche. Enfin, c'est les, Ouais, je comprends tout à fait. Est-ce que voilà, c'est... c'est des techniques d'exécution qui sont pas belles, mais qui, selon ces défenseurs, sont intéressantes. Voilà. Oui, mais j'ai juste envie de comprendre, moi, Ouais, d'où ça c'était vient ça. en fait. D'où ça vient cette idée. C'est-à-dire que c'est vrai que dans tous les sports, tu as des mouvements qui sont spécifiques Ah, à l'activité en alors oui, elle-même. bien sûr. Alors en D'accord? fait, Donc, l'idée là tu peux derrière pas. et leur argumentaire, c'est que en fait, il faudrait contraindre spécifiquement les différents tissus dans une position qui n'est, on va dire selon les livres d'entraînement, non optimale, parce que ce tissu-là va se retrouver contraint de manière non optimale dans le sport. Ok. Tu Donc vois, tu me juste dis, la réponse, enfin, en gros, le trait direct, c'est étant donné que dans ton sport, tu vas te retrouver à soulever une charge avec le dos rond, ce serait intéressant de te la faire soulever dans ta préparation avec le dos rond pour que le jour où tu te retrouves dans cette contrainte-là, bah, ton dos n'explose pas. ok. Donc tu es en train de me dire que pour éviter la blessure quand je suis en train de faire un mouvement qui est faux, Oui, qui n'est pas optimal d'un point de vue oui, mouvement, d'un point de vue physiologique, il mhm, faut que je m'entraîne à le faire. c'est ça. Ok. Très bien. Donc du coup, si on suit cette logique, pour qu'un coureur de pied, pour un coureur à pied, d'accord, Mhm, quelqu'un qui fait de la course à pied, pardon, pour quelqu'un qui fait de la course à pied, pour éviter de se faire des entorses de cheville, hein, mhm, et de partir en inversion plantaire, mhm, ben, on va lui mettre des semelles qui vont renforcer la pronation plantaire mhm. et l'obliger à courir sur l'extérieur du pied. Comme ça, on lui renforce sa cheville et du coup, bah, il aura moins d'entorse. C'est ce que tu es en train de me dire en fait. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais. Donc je sais pas si, pour moi, c'est choquant. Ouais, mais De me dire.
Tu veux, Je veux dire, est-ce que ça existe dans le milieu de la course à pied? moi j'ai un avis là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas mon avis, c'est le tien. C'est pour ça que je Non, viens mais poser ces questions-là. justement, mais j'essaie de grossir un peu le Ouais, trait ouais. En pour gros, que ce tu serait ça. puisses. En gros, ce Voilà. serait ça. Ok. Donc tu Là, vois à c'est quel vraiment point poussé à c'est. l'extrême, bien Ouais, sûr. bien sûr, mais c'est déjà poussé à l'extrême. Mhm, Dans cette idée-là qu'il faut aller faire des soulevés de terre, dos rond, c'est-à-dire vraiment rétroverser ton bassin, fléchir complètement ta colonne vertébrale au niveau lombaire et au niveau thoracique, mhm, et mettre de la charge lourde, mhm, c'est exactement la même exagération que l'exemple que j'ai donné avec les semelles hyperpronatrices mhm. pour que ou plutôt dans ce cas de figure hyper supinatrice, pardon, pour que tu obliges ton coureur à courir sur l'extérieur du pied, renforcer sa cheville pour éviter peut-être des foulures en inversion. C'est exactement le même principe en fait. Totalement. Donc dans la course à pied, c'est choquant, on se dit ah ben non, c'est pas possible, dans tous les cas ça n'existe pas et personne ne le fera, Mhm. personne. Mais en musculation, ah oui, oui, pourquoi pas. Mais le phénomène dont je parle actuellement, est-ce que c'est un phénomène dont tu as déjà entendu parler ou tu as déjà vu des Bien gens sûr, prendre ce point de vue-là et se bien défendre de sûr, là-dessus? Ok. bien sûr. On en a parlé aussi avec Jérôme sur Biomécanique Podcast. Mhm, Donc non, non, moi je suis tout à fait. Écoute, c'est quand même dingue parce que le monde dans lequel on vit, on a perdu tellement le bon sens qu'on sait plus ce qu'on raconte. mhm, À l'époque, si on retourne 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, on disait absolument, il faut toujours garder le dos droit, il faut absolument pas fléchir la colonne, attention, c'est dangereux. Donc on était dans une phobie du mouvement, qui était néfaste, bien sûr, hein, d'accord, le corps humain est fait pour bouger. Il n'y a pas de faux mouvement en soi, hein. Je veux dire, regarde les contorsionnistes, ce qu'ils font, hein, oui, d'accord? oui. Oui. Donc le corps humain est fait pour bouger. Maintenant, il y a une autre extrême. Aujourd'hui, on est en train de dire, euh, non seulement il ne faut pas garder le droit, non seulement ça, ce n'est pas vrai en soi, mais en plus, il faut l'arrondir le plus possible et rajouter de la charge. Mhm, D'accord? Donc c'est deux extrêmes qui sont tous les deux aussi aberrants l'un que l'autre. D'accord? Et paradoxalement, si tu veux, ces gens-là qui te disent faut arrondir le dos le plus possible, donc vraiment aller chercher la flexion lombaire, mhm. rajouter de la charge dessus, ils te citent des études de Greg Lehman, je pense, comment il s'appelle? Je me rappelle plus. Laisse-moi juste vérifier. Une Fait, fait. seconde. Et c'est des études quoi, faites sur des colonnes vertébrales de porcins? Attends, je vais être juste 2 secondes. C'est Greg Lehman, d'accord? Donc Ok. c'est Greg Lehman, je pense que c'est la personne qui a lancé le mouvement des optimistes du mouvement. C'est Mhm, comme ça qu'on les appelle, les optimistes du mouvement. Et donc Greg Lehman, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est une personne qui vraiment, qui est scientifique, d'accord? C'est un, c'est quelqu'un qui a un PhD, donc c'est un docteur et qui est spécialisé dans le rachis, qui a beaucoup étudié le rachis, un peu comme Stuart McGill. mhm. Je ne sais pas si tu connais Oui, le Stuart monsieur à la McGill, moustache. monsieur à la moustache. Et donc aujourd'hui, si tu veux, les gens qui défendent qui mettent en avant ce dos rond chargé, ils te disent, ouais, regarde les études de Greg Lehman, nanana, il te dit que y a pas de souci, tu peux quand même arrondir le dos. On n'a pas de preuve comme quoi le dos rond est néfaste pour la santé du rachis, ce qui est vrai en soi. On n'a pas vraiment de preuves. On n'a pas de preuve non plus euh, le, que le dos rond n'est pas néfaste. Mhm, D'accord? Donc attention. Et puis, ce que je trouve amusant, c'est que ces optimistes du mouvement, ils te citent Greg Lehman. Donc, il faut du cherry picking, hein, en fait, hein. oui, oui. C'est-à-dire, ils te citent Greg Lehman. Donc si jamais pour les auditrices et les auditeurs du podcast qui ne savent pas ce que c'est le cherry picking, c'est quand quelqu'un va chercher des études spécifiques qui vont lui permettre d'appuyer son propos. Exactement. Voilà. Et ils te citent Greg Lehman en disant que, regarde, Greg Lehman dit que le rachis en flexion n'est pas problématique pour la santé du rachis. Mhm, Sauf que Greg Lehman lui-même, sur son site, sur son blog, d'ailleurs, je peux peut-être retrouver la source si tu veux l'afficher, il te dit, c'est lui qui te le dit, que aujourd'hui, en ce qui concerne le rachis en flexion chargé ou à haute vélocité, donc quand tu fais des mouvements chargés ou des mouvements pas chargés mais à haute vélocité, mhm, il faut plutôt rester sur des rachis neutres. C'est mhm. Greg Lehman qui le dit, c'est pas Lui-même. moi.
Ouais. D'accord? C'est lui-même qui le dit. Le mec qui a lancé le mouvement des optimistes du mouvement et le mec qui est venu s'opposer à Stuart McGill en disant, parce que Stuart McGill, il est connu, si tu veux, il a été connu pour ses travaux au niveau du rachis. Pareil, c'est quelqu'un qui est mondialement reconnu, hein, Mhm. d'accord? C'est pas le petit préparateur physique ou le petit coach de Mhm. la salle d'à côté, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui est mondialement reconnu pour ses travaux sur le rachis et qui est connu, si tu veux, pour être défenseur du rachis neutre. Et donc Greg Lehman est venu en opposition avec Stuart McGill en remettant un peu en question les travaux de Stuart McGill. Mais au final, ces deux personnalités ne sont pas rivaux. Ils s'entendent très bien, c'est des amis, et ils bossent sur le Mhm. même sujet. Et ils s'entendent sur le fait que, effectivement, le rachis en soi, il est fait pour bouger, il est robuste, il est résilient. Il faut pas avoir peur d'arrondir le dos. Mhm. Mais de là à dire, je veux arrondir le dos, je veux le faire exprès, je veux rajouter de la charge et je veux le faire à haute vélocité, soit l'un, soit l'autre, soit Mhm. rajouter de la charge, soit le faire à haute vélocité, ben non, là c'est un Non. extrême qui n'a pas de sens en fait et qui va en contradiction avec ce que disent les Mhm. experts, Ouais. que ce soit Stuart McGill ou Greg Lehman. Mhm. Ouais, D'accord? ouais. Donc il faut juste Le... remettre les points sur les i Oui. et qu'on sache de quoi on parle, quoi. Je pense que la problématique vient aussi beaucoup du fait que on a tendance à imaginer la préparation physique comme étant geste spécifique, alors que selon moi, on devrait plutôt l'imaginer et la concevoir comme étant demande spécifique. Et si je prends le MMA, la préparation physique devrait s'orienter à développer les qualités athlétiques du combattant, parce qu'en fait, il a besoin de qualités athlétiques, et c'est son entraînement sur le tatami qui va lui permettre de développer le côté geste spécifique. Et au final, sa colonne vertébrale, si on prend ça, moi, je vois la chose comme ça. Si l'athlète est capable de faire du soulevé de terre en ayant une colonne vertébrale alignée à, on va dire, à 100, 150 kilos, et qu'en parallèle, il s'entraîne à contraindre sa colonne vertébrale de manière spécifique dans son entraînement, et ben forcément, les deux vont se renforcer parallèlement, et Bien ça va lui sûr. permettre d'avoir un dos qui est fort. Bien sûr, après tu peux aussi faire du renforcement spécifique en essayant d'être le plus proche de l'activité physique, enfin de Mhm, l'activité sportive, et en retrouvant mhm, des flexions du rachis. Il n'y a aucun problème, c'est possible. mhm, Mais en, en respectant, si tu veux, les conditions de l'activité, mhm, d'accord? Dans ton activité, si on reste sur le MMA ou sur les sports de lutte, tu n'as pas une barre qui est posée au sol. mhm. Non, c'est pas ça. Tellement ça. C'est un être humain. Ouais, Vous êtes en mouvement. Donc déjà, il y a une inertie. ouais. La barre, c'est pas un deadlift. La barre n'est Mhm. pas posée au Morte au sol sol. sans inertie. Il y a Mhm, déjà une inertie. Donc dès que tu as une inertie, ça allège le poids. mhm, Donc les gens, ils sont en inertie, effectivement. Donc tu peux reprendre ça dans ton entraînement, mhm, pourquoi pas? Tu peux travailler peut-être avec un sac de frappe où tu vas prendre, tu vas essayer de bouger mhm, avec, il n'y a aucun problème. Moi, je ne suis pas contre, d'accord? mhm. Mais ce que je trouve dommage, c'est les aberrations, c'est les courts-circuits qu'on fait. Et c'est dommage parce que ça fait du mal, en fait, à notre métier, au domaine. Et ça Bien sûr. fait... Et ce n'est pas parce que, oui, ils te disent, oui, mais regarde, c'est tel champion, regarde comment il fait son soulevé de terre. Oui, mais c'est un champion, Ouais, bien d'accord? sûr. Oui, C'est pas... tu peux pas prendre. Et puis encore, ils ont une mauvaise analyse du mouvement. Si je prends le panache Hmm, qui fait son soulevé de terre, qui a hmm, effectivement on pourrait, si tu regardes ça et que tu analyses pas le mouvement, tu dis, bah en fait, il a un dos rond. Mais en hmm. fait, si tu regardes toute sa première partie en partant Mm, de la base, c'est-à-dire toute la colonne lombaire, elle est mm, droite. C'est bien que sûr, le haut de son corps qui s'arrondit. bien Et sûr, c'est quelque chose de très, très différent que de soulever une barre avec le dos complètement droit parce tout à que tu fait, as les érecteurs du rachis qui sont pas assez forts pour verticaliser ta colonne. tout Mais à fait. Alors, voilà. il y a plusieurs choses, si tu veux, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte dans le dos rond et dans la capacité à tirer avec un dos rond ou pas. Premièrement, tu as vraiment l'aspect physiologique, l'aspect génétique. Mhm. Comment est-ce que tu es Il y a- fait? Comment est-ce que tu es fait? D'accord? Même la forme même de tes vertèbres et de tes disques intervertébraux. Il y a des formes spécifiques. On n'a pas tous la même forme exactement, hein, Mhm. d'accord? Les os ont des formes qui sont semblables, bien sûr, sur une moyenne. La majorité des gens on a des formes qui sont semblables, mais il y a des petites différences. Mhm. Il y a aussi une étude qui est très intéressante sur ce sujet. J'essaierai
à retrouver si tu veux la Mhm. citer Avec plaisir. dans la description. Donc, il y a plusieurs formes de disques intervertébraux et il y a des formes qui sont plus résilientes. Ouais. Maintenant, il s'avère que, si tu veux, moi, je crois fermement au fait que ce n'est pas toi qui choisis ton sport, c'est ton sport qui te choisit. Ah, D'accord? Donc, en fonction de merci. ta, phy- J'aime beaucoup ce propos-là. Voilà, donc en fonction de ta physiologie, en fonction de tes capacités athlétiques, en fonction de tes capacités de mouvement, en fonction de tes amplitudes articulaires, en fonction de tes leviers, bah, tu vas être plus enclin à performer dans certains sports que d'autres. Mhm. Si tu es plutôt bréviligne, épaisse cage thoracique, petit bras de levier, bah, automatiquement tu vas être plus fort que quelqu'un qui a peut-être la même taille que toi, mais qui est Mhm. plutôt longiligne avec un squelette plus fin. D'accord? Et donc, tu vas peut-être être plus attiré vers les sports de force. Inversement, si tu es plutôt quelqu'un de longiligne, avec des grands membres, à chaque fois que tu fais un pas en avant, c'est l'équivalent de trois pas pour un autre gars qui est un peu plus petit, bah, peut-être que tu vas être plus attiré vers Mhm. des sports comme le basket, bah, Ouais. où tu auras des avantages Mécanique. physiologiques, Ouais. mécaniques, qui vont te permettre d'apprécier ce Mhm. sport parce que tu dis, ah ouais, je suis bon, j'arrive à passer les adversaires, Mhm. j'arrive à bloquer, C'est tu vois, j'arrive à shooter, bien j'arrive à sûr. dunker. Donc tu vas être attiré vers ce sport-là et tu vas le développer. C'est-à-dire que quelque part, tu as quand même une grosse composante de ta physiologie, de ta génétique qui va jouer Mhm. dans ta faveur quand tu choisis ton sport. Et souvent, dans les sports de force, les gens qui excellent dans ces sports de force, c'est des gens qui ont une physiologie, une morphologie qui est robuste. Ouais. C'est pour cela que moi, je n'ai jamais fait du haut niveau. Ouais. Parce qu'à chaque fois que j'essaye, je me pète. Parce que je suis une petite nature. C'est juste un fait. D'accord? À chaque fois, je me blesse. À chaque fois, je me blesse. Et à chaque fois, je me blesse. D'ailleurs, ça fait peut-être partie un peu des choses qui m'ont motivé à étudier de plus en plus le corps humain et à vraiment approfondir mes connaissances dans le fonctionnement de notre appareil locomoteur. Mhm. Principalement, c'était pour comprendre, mais pourquoi à chaque fois je me blesse? Qu'est-ce que je Mhm. fais de mal, tu vois? Donc j'ai essayé d'optimiser tous les paramètres que j'ai pu optimiser. Malgré ça, je me blesse, enfin beaucoup moins qu'avant, heureusement. Mais c'est sûr que faire de la force athlétique à haut niveau, c'est inaccessible pour moi parce que mon Mhm. corps ne me le permet pas. Physiologiquement, c'est pas possible. Donc si tu veux, pourquoi je suis en train de dire tout ça? C'est juste pour mettre en lumière quelque chose de très important. Ce n'est pas parce que on voit des sportifs de haut niveau, des champions faire des choses que automatiquement on pense qu'on peut faire pareil. Mhm. Non, c'est tout complètement faux. Parce que cet athlète-là de haut niveau, ce champion, il n'a pas le même corps que toi. Mhm. D'accord? Il n'a pas la même colonne vertébrale que toi. Il n'a pas les mêmes lombaires. Il n'a pas tous ces muscles qui vont prendre et renforcer et protéger la colonne vertébrale, qui sont aussi développés qui sont chez toi beaucoup moins développés Mhm. que chez lui. Ouais. Génétiquement parlant, déjà à partir d'un état basal, sans parler de l'entraînement, d'accord, avec des disques intervertébraux qui sont beaucoup plus robustes. Donc, il peut s'en sortir en faisant un mouvement que toi, si tu fais, bah, tu te pètes. Mhm. D'accord? Tu Parce que exploses. tu, parce que tu n'as pas la même base, tu n'as pas la même physiologie, tu n'as pas le même squelette, tu n'as pas la même robustesse. Il faut arrêter de penser qu'on est tous égaux et qu'on peut tous faire ce qu'on veut. C'est faux. On Mhm. n'est pas tous égaux, on n'a pas tous la même physiologie et on ne peut pas faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut dans la limite Ce que de notre ce que corps nous notre permet de faire. corps nous permet de Mhm. faire. D'accord? Donc, il faut Ouais. arrêter de penser que si le champion ou si un tel peut faire quelque chose, un mouvement, que moi aussi je peux le faire. C'est faux. C'est Mhm. faux. Et ça va à l'encontre, si tu veux. On pense que, ouais, non, faut pas dire ça, ça va décourager les gens. Non, c'est l'inverse qui va décourager les gens. Mhm. C'est si tu donnes aux gens une illusion de pouvoir accéder à quelque chose et qu'ils n'arrivent pas à accéder, c'est ça ce qui va les rendre malheureux. Ce n'est pas quand tu leur dis noir sur blanc ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. D'accord? Parce que, Mhm. enfin, je sais pas si tu as le même avis, Je, mais oui. Oui, oui, non, je... Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui est très pragmatique, Mhm. d'accord? Donc, j'essaie de faire avec ce que la nature m'a donné. Si tu joues au poker, tu joues au poker ou pas? Oui, je joue au poker, ça m'arrive. Bah, tu fais avec les cartes que tu as en main, quoi. Tout à fait. Tu as une paire d'as, tu es le roi du monde. Tu as un 7 et un 2, tu te couches. Tu dis pas, non, je vais quand même essayer, tu Ouais, vois? ouais. Après, ça dépend de l'ouverture, mais oui, effectivement, t'as raison. Euh, J'aime bien les gens animés et passionnés. Je Je trouve sais ça. pas où est-ce qu'on était, tu vois, là, on Mais c'est pas diverge grave, c'est tellement. très bien. Du coup, transition de boucher ou transition à la machette, c'est comme tu veux. Et question cœur du podcast, une valeur qui est importante pour toi, Alex, et qui est aujourd'hui comblée et nourrie à travers le travail que tu fais. L'authenticité. Ok. Ce qui rejoint assez le propos que tu viens d'avoir. Voilà. Donc,
J'essaie, si tu veux, d'être le plus. Moi, je suis très mauvais en politique. Je sais pas porter des masques. Donc, ça me. C'est une épée à double tranchant, hein, parce que des Mhm. fois, il faut quand même savoir porter des masques, et il faut savoir faire le politicien. Mais bon, malheureusement, je sais pas le faire. Donc, naturellement, je suis quelqu'un qui est authentique et je suis avec toi aujourd'hui comme ce que je Mhm. suis tous les jours avec mes clients, tous les jours avec mes élèves. Et ce que j'essaie de transmettre, c'est ce que j'ai à cœur. Donc, Authenticité, authenticité. c'est bien. Euh, dans tout ce que tu fais, est-ce que tu estimes qu'il y a un revers de la médaille? Et si oui, quel est ce revers de la médaille? Il y a un revers de la médaille, oui, parce que le revers de la médaille, c'est qu'aujourd'hui, comme ce que j'étais en train de dire au début, notre domaine est un domaine, le domaine du coaching sportif est un domaine qui est problématique. C'est un domaine qui est vraiment problématique parce que il est non réglementé. Il n'y a pas de Mhm. réglementation pour le cadrer. Il est non réglementé, donc du coup, il est non reconnu. Tu ne peux pas reconnaître quelque chose qui n'est pas réglementé. D'accord? Et vu qu'il n'est pas reconnu, bah, il n'est pas valorisé. Mhm. Et donc, ça, c'est assez problématique parce que ça ouvre un peu la porte à toutes les dérives. Donc, aujourd'hui, moi, ce que j'essaie de transmettre, j'essaie de l'appuyer avec des faits. Ce n'est pas juste mon opinion. Je ne dis pas aux gens, oui, croyez-moi parce que je suis Alex, parce que j'ai un master et parce que non. On s'en fout un peu de tout ça. Mhm. D'accord? Je leur dis, ne me croyez pas. Déjà, ne croyez pas ce que je suis en train de dire. Allez le vérifier. Et souvent, quand je mets des choses en avant, quand je parle de sujets qui sont un peu controversés, bah, souvent, je cite mes sources. Mhm. D'accord? Et donc, j'invite les gens à aller vérifier les sources. Et, et ça, c'est, comme tu l'as dit, c'est un peu le revers de la médaille parce que je me retrouve, si tu veux, dans un pool, dans un environnement où tout est permis, où tu as vraiment à boire et à manger, et où Mhm. mon message se retrouve dilué. N- Et Noyé dans il est le, là le problème. Il est là noyé le dans le problème. message, ouais. Dans tous Voilà, les il est là messages. le problème, tout à Mhm. fait. Il est là le problème. C'est que mon message se retrouve dilué. Et si tu veux, souvent, le travail qui est sourcé, le travail qui est sérieux, qui est vérifié, qui est véridique, bah, il se propage beaucoup moins vite et sur une amplitude beaucoup moins grande que des messages qui se basent plutôt sur les émotions, le drama, tu vois. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe dans notre domaine. C'est-à-dire que t'as des choses, des fausses vérités qui se propagent à des vitesses, mais hallucinantes, qui sont fausses. Et quand tu as quelqu'un qui essaie d'approfondir un peu plus ses propos et de baser ses propos sur des choses qui sont un peu plus Mhm. vérifiables, bah, son message ne se propage pas autant. Et Loin de euh, là, loin de là. Tu vois, c'est- donc c'est un peu le problème. ouais, tout à fait. C'est l'effet Bandolini. Est-ce que c'est ça le terme? Je sais plus. Ça prend beaucoup plus de temps de démontrer. Le temps pris pour démonter une connerie qui a été dite est beaucoup plus important que le temps que la connerie a pris pour être racontée. Ouais, il y a un autre dicton aussi qui dit que Michel. le mensonge a le temps de faire le tour de la Terre alors que la vérité est toujours en train de Mm. faire ses lacets ou un truc du Ouais. genre. C'est pas mal ça. Mais tu vois, bon, je pense que tu l'as vu passer cet extrait d'un psychiatre ou psychologue sur une chaîne de France Télévisions. Le monsieur a des cheveux hirsutes comme ça. Et puis, il explique que tous ces jeunes hommes qui veulent avoir un corps en V, qui prennent des protéines et qui vont se démonter les Je l'ai reins. pas Et vu. t'as Marianne James de l'autre côté qui fait oui, oui, absolument. Et c'est vrai que, ben voilà, ça, c'est une chaîne. En fait, les gens ne réalisent pas à quel point le propos qu'ont tenu ces deux personnes-là va faire du mal aux personnes. Parce qu'en fait, c'est une chaîne avec une grosse audience. Il y a beaucoup de gens qui ont écouté ça. Et en fait, beaucoup de personnes vont faire un raccourci intellectuel en se disant, ah bah ouais, lui, il a raison, alors que, alors qu'ils ont tort, foncièrement tort, et que ça va pas du tout dans le sens de la santé des gens. Mais ça, c'est une Tout à autre fait. problématique. Mais ok, donc ça, c'est le revers de la médaille. C'est quelque chose que j'entends et que je comprends bien, euh, et qui, effectivement, est très problématique. J'espère que ça change avec le temps et que les gens se recentrent sur une information qui est qualitative. Peut-être aussi à nous de faire un effort pour rendre notre information plus impactante, pas pertinente, impactante sur la manière dont on la divulgue. Peut-être qu'on a un effort aussi à faire de ce côté-là, nous-mêmes. Bien sûr, il y a un rôle à jouer parmi les premiers acteurs.
dans le métier, qui Mhm. sont nous, les coachs sportifs. Ouais. Et aujourd'hui, nous, on dessert notre propre image avec les débats de merde sur les réseaux sociaux, les prises de tête, les clashs. Mhm. On dessert notre propre métier. On est complètement à côté de la plaque. Mhm. Complètement à côté de la plaque. Ouais. Déjà par notre attitude. On se prend même pas nous au sérieux. On fait les guignols sur les réseaux sociaux. Écoute, ça c'est aussi un autre, C'est un un autre autre débat. sujet. Ok. Alex, c'est le moment du quiz. Oh, il y a un quiz. Il y a un quiz. C'est un quiz sur toi. C'est un quiz léger. C'est un quiz qui se veut léger. Mhm, Et qui va permettre de faire la transition sur ce qui sera la dernière mhm, partie du podcast et mhm, qui est plus se projeter dans le futur. mhm, Le but, ne pas trop réfléchir aux réponses que tu vas donner. mhm. T'es prêt? Je vais essayer de faire mieux. Alors c'est parti. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi, Alex? À la Nintendo. Ah, oh, c'est bon, ça. Un aliment que tu n'aimes pas manger. Le caviar. Ah bah c'est bien, en plus c'est économe, c'est parfait. C'est Euh, dégueulasse. non, c'est effectivement, je trouve ça dégueulasse. Je comprends pas que les Oh, gens dépensent des fortunes là-dedans. je comprends pas. Ton outil de travail favori? Un halter. Ah, bon ça. Une de tes manies, si tu en as une. Ouais, le côté perfection, ouais, perfectionniste. Mhm. Ouais, Enfin, si ça compte comme une manie, je sais ça pas. compte comme une manie. Si j'avais demandé un de tes défauts et que tu avais dit perfectionniste, c'est un espèce de faux défaut caché, donc ça n'aurait pas fonctionné. Mais je prends. Ta citation préférée, si tu en as une. Ma citation préférée, si j'en ai une, faudrait que je réfléchisse. Euh, je- Ouais, je pense que je la. Mais alors attends. Euh, Comment on dit? En anglais, c'est happiness, donc le bonheur, Mhm. is not whole, donc le bonheur n'est pas complet, n'est pas entier, if it's not shared, s'il n'est pas partagé. Oh, c'est joli. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé le mensonge a le temps de faire le tour de la Terre pendant que la vérité attache toujours ses lacets. Ouais, Ça, ouais, ça ça c'est marche pas aussi mal, bien, ça, ça marche bien, ouais. ça a été cool. Tu dis des gros mots, Alex? Ouais, j'en dis Ouais. souvent, ouais. C'est quoi ton gros mot favori? Celui que je dis souvent, c'est peut-être merde ou putain. Ok. Ton film favori, si tu en as un. Gladiator. Le repas que tu aimes le plus manger. Le repas que j'aime le plus manger, Mhm. alors ça, j'en ai pas, parce que je suis quelqu'un qui aime manger et Oui, j'aime beaucoup de repas différents. J'aime bien un cordon bleu fait ouais. maison, Cordon mais bleu fait bien maison. fait, Ok. ouais, Ok. avec du bon fromage, pas du fromage industriel, Une bonne chapelure. une bonne chapelure faite Ok. maison, une belle tranche de jambon et un bon filet de dinde, ouais. Ok, J'aime ok. bien, Ça marche. Le bon cordon bleu. Tu écoutes de la musique? ouais. J'écoute du métal, ouais. Ok. Ah, du métal, ok. C'est quoi le. Est-ce qu'il y a une chanson qui tourne un peu en boucle dans tes écouteurs actuellement? Non, là, ça fait très longtemps que j'écoute beaucoup de moins de musique que d'habitude. Ok. Mais sinon, mon groupe préféré en métal, c'est My Dying Bride. C'est un groupe de doom metal. My Dying Bride, ça s'appelle. Et Ok. une chanson que j'aime bien de ce groupe-là, c'est The Light at the End of the Road. Ok, la lumière à la fin de la route. Ou The Light at the End of the Tunnel. Je me rappelle plus Ok. exactement, pardon. Ouais. Ce que tu aimes le moins dans ton job? Ce que j'aime le moins dans mon job, Ouais. putain, c'est difficile parce que j'ai un job passion. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que je n'aime pas qui sont plutôt liées à les réseaux sociaux, aux Ouais. réseaux sociaux. Donc, ouais, c'est. Des fois, ce que j'aime pas dans mon job, c'est l'effort qu'il faut que je fasse quand je suis en train de filmer une vidéo Mhm. pour que mes propos soient le plus accessibles possible. Donc ça me demande un effort. Ok. Vulgarisation? De vulgarisation ou plutôt pour essayer de ne pas trop heurter, si tu veux, des âmes sensibles. Ok. D'accord. Surtout quand je suis en train, par exemple, de critiquer des façons de faire ou de critiquer des propos que j'ai entendus sur les réseaux. Ok. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est difficile de pouvoir transmettre un message sans quand tu t'es un peu relevé, t'es un peu Ouais. énervé, t'as entendu des choses complètement fausses et que tu te dis il faut que je fasse une vidéo pour éclairer et que dans cette vidéo, il faut quand même que je reste le plus Ouais. neutre possible. Ah, moi, ce que je fais quand j'ai envie de tacler, c'est qu'en fait, je cite le propos mot pour mot, mais je cite jamais la personne qui l'a dit. Mm, mm, Parce que je trouve que
cette mode de faire des vidéos où tu t'observes en train de regarder quelque chose, quelqu'un qui fait quelque chose de faux, qui dit quelque chose de faux, et Mm, puis tu t'exerces à démonter ce que la personne dit. Je trouve ça déjà pas très esprit de Coubertin pour dire ça comme ça, parce que mm, s'appuyer sur la tête d'un autre pour se mettre mm, en avance, je trouve ça pas intéressant. tout à Et fait. puis au-delà de ça, le fait de citer et de montrer clairement la personne lui offre quand même de la visibilité. Oui, oui, c'est Et vrai, donc, tout à fait. au mieux, les gens vont t'écouter, mais ça fait qu'ils vont quand même aller regarder ce que la personne elle dit. Donc, en fait, ça va lui donner de la visibilité. Donc, en fait, l'algorithme qui n'a absolument rien à foutre de la pertinence de Mm, ses propos va le valoriser. mm, Et puis, au pire, bah, en fait, la personne, elle va aller voir et elle va trouver quelque chose d'intéressant dans les propos que cette personne a et elle mm, va commencer à la suivre. Donc, moi, mm, mm. Ouais, moi, c'est quelque chose que je fais jamais sur ma chaîne, donc je trouve ça dommage. ouais. Si tu pouvais partager un repas avec quelqu'un, quelqu'un qui est ou quelqu'un qui n'est plus, quelqu'un de réel ou quelqu'un de fictif, ce serait qui? Les gens de ma famille, hein. Oh, si ça, c'est pas trop mignon. C'est ce qui compte Qu'est-ce le qui- plus pour moi. qu'est-ce qu'il est chou, Alex. Oh là là. Si tu pouvais tout recommencer et faire un autre métier, tu ferais quoi? Orthodontiste. Ok. Pourquoi orthodontiste? Ça gagne du fric. Ah, ok. Ah, c'est vrai, Non, c'est vrai que en vrai, je ferai toujours mon métier, hein, c'est puisque vrai c'est que ce ça que pèse j'aime. orthodontiste. Ouais, ouais. Et puis Mais c'est une vrai lecture. qu'orthodontiste, ouais, Ouais, tu alignes, hein. là, tu Tu fais alignes. pas grand-chose, tu fais pas Ouais, grand-chose. c'est vrai que- ouais. Et une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Alors moi, je lis pas des romans, donc je lis uniquement des choses, soit des revues scientifiques, soit des livres qui sont dans le domaine qui m'intéresse. Bah, peu importe le domaine. Euh, Donc, une donc lecture que tu recommandes. je suis pas très littéraire, hein, donc je suis pas Mhm. vraiment quelqu'un qui lit des romans. Il y a l'encyclopédie de la préparation physique Ok, qui est très intéressante, qui a été traduite en français chez les éditions Fort Trainer, oui, que je recommanderais. ok. Ça marche, parfait. Euh, Le Alex d'aujourd'hui peut aller parler à celui qui sort de son cursus de formation initiale, donc dans les télécoms, mais qui ne se retrouve pas du tout dans ce métier. Qu'est-ce que le Alex d'aujourd'hui lui dit à celui qui vient de terminer ses études et qui a, si je ne me trompe pas, 24 ans? Tu vas aux États-Unis et tu te formes là-bas. T'oublies la Oh, formation ok. en France. Go to Tu the gagneras du States. temps. Go to the States, c'est là-bas que ça se passe. Ok. Ici, on est à la bourre. Et en Suisse, on n'en parle même pas. Ah ouais, bon, C'est clair. ok. Dans 10 ans, tu voudrais être où ou en être où, Alex? Dans 10 ans, Mhm. euh, écoute, comme je suis en train de développer la formation, moi j'aimerais bien que ça prenne et que je puisse avoir plusieurs formations qui sont reconnues et que je les retrouve, si tu veux, dans les coachs, chez les coachs sportifs qui sont dans les salles, quoi. Mhm. Ok, Ouais. ça marche. Euh, Est-ce que tu pourrais me donner un truc positif sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui? En général, Ouais. Un truc que tu trouves positif dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ça peut il y être en a- général, ça peut être sur notre métier, ça peut être. C'est toi qui vois. heureusement qu'il y a beaucoup de choses qui sont positives, malgré le fait qu'il y en a aussi beaucoup qui sont négatifs, mais bon, il faut rester quand même. Alors, si tu restes réaliste, peut-être que le débat peut être ouvert, parce que il y a quand même pas mal de choses qui ne tournent pas rond. Mais écoute, ce qui est vraiment bien, et c'est directement en lien avec notre métier, et moi, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup changé. Euh, en ce qui concerne ma façon de coacher, même ma façon d'enseigner, c'est que le domaine scientifique est en train d'exploser Mhm, en ce qui concerne la préparation physique ou même la nutrition. Donc on est en train de découvrir et d'étudier de plus en plus si tu veux, on est en train le domaine scientifique de la préparation physique a explosé depuis les années 2010. mhm, Avant les années 2010, il y avait très peu d'études dans notre domaine à nous, hein. Et depuis les années 2010 jusqu'à aujourd'hui, ça continue à évoluer de plus en plus. On a de plus en plus d'études qui sortent, de plus en plus de théories, de thèses qui sont remises en question.
Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant d'un point de vue déjà culture professionnelle, si tu veux. Mhm, Donc, tu grandis en tant que professionnel. Et puis, c'est très intéressant aussi dans le domaine de la formation parce que quand tu transmets des choses, bah, tu peux au moins t'appuyer sur des données qui sont authentiques, qui mhm. sont vérifiables et véridiques. Là où l'empirique et la science se croisent. Ça, c'est cool. Voilà, et puis ils se croisent beaucoup aussi, hein. Donc il y Mhm, a beaucoup de choses que les culturistes, le bro culturiste faisait à l'époque et qu'on a beaucoup critiqué. mhm, On s'en rend compte aujourd'hui, grâce à la science, que en fait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles les bros avaient raison. Ils mhm. se sont aussi trompés sur beaucoup de choses, hein, Oui, d'accord, faut oui. pas non plus. Mais il y a des choses sur lesquelles ils avaient raison. Et Mhm, c'est intéressant de pouvoir faire, tu vois, la différence. Sur quoi ils se sont trompés, sur quoi ils avaient raison. Et ça, je trouve ça fascinant parce que si tu veux, c'est vraiment un gage de qualité, de pouvoir dire, bon, ben maintenant, sur, par exemple, les exercices d'isolation musculaire, ben oui, ça fonctionne très bien même, que tu n'es pas obligé de faire des exercices polyarticulaires. Ça, c'est les culturistes, ils l'ont toujours dit, hein, ils ont mhm. toujours été plutôt adeptes de l'isolation parce que ça peut avoir un effet hypertrophique qui est beaucoup plus intéressant que les exercices polyarticulaires. Aujourd'hui, la science va dans ce sens, donc c'est Mhm. intéressant. Ouais. C'est intéressant de pouvoir citer et pouvoir voir que quand tu donnes un conseil à un client, quand tu enseignes quelque chose à un élève, bah, ce n'est pas juste parce que c'est Schwarzy qui l'a fait, quoi. Tu vois? Oui, ou que c'est une intuition, ou que ça fonctionne depuis 20 ans Exactement. avec tous tes clients, mais en fait, tous tes clients ne sont pas un échantillon représentatif Exactement. de la masse. Ouais. Exactement. Donc, du Ok. coup, l'opinion ou l'info que tu es en train de transmettre n'est plus subjective, elle devient Mhm, objective. Et mhm. ça, ouais, ça, Ok, c'est super. cool. Un dernier mot pour les auditrices et les auditeurs du podcast, Alex, quelque chose que tu as déjà dit mais que tu aimes répéter ou quelque chose que tu n'as pas encore dit et que tu aurais envie de dire? Je pense que tu as remarqué que je suis pas bon dans ces questions ouvertes, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Un conseil que tu aimerais donner aux... j'essaie de toujours avoir une question ouverte mais un peu plus ciblée. Un conseil que tu aimerais donner aux coachs Alors, aux jeunes coachs qui se lancent. Alors, déjà, il faut, donc bien sûr, si vous êtes jeune coach et que vous êtes en train de vous lancer, vous avez besoin d'un diplôme, donc vous allez vous former, Mhm, mais ne vous arrêtez pas là. Ne vous arrêtez pas au diplôme que vous faites juste pour avoir le papier, juste pour avoir le droit de coacher. mhm, Si vous arrêtez là, vous êtes cuit. Vous avez pas d'avenir dans le domaine. Donc, si vous voulez vraiment faire de votre passion votre métier et que vous êtes en reconversion, ce qui est le cas de la majorité des gens qu'on a en formation, mhm, continuez à vous former toujours, toujours, toujours. Et lisez aussi beaucoup. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire des formations en présentiel. mhm, D'accord, je sais, ça coûte cher, c'est chronophage. Il y a beaucoup d'informations dans les livres. Et aujourd'hui, il y a des livres qui sont très bien, qui sont traduits en français. Donc, vous avez compris que dans la littérature purement française, il n'y a pas grand-chose, hein. Il mhm. faut aller chercher dans la littérature anglo-saxonne. Heureusement qu'il y a beaucoup de livres qui sont traduits en français. De plus en plus, moi, à mon époque, il n'y en avait pas, il y en avait zéro. Ouais. Heureusement que je suis bilingue et que j'arrive à lire en anglais, et que j'ai toujours lu en anglais, et que je me suis toujours auto-formé en anglais. Donc aujourd'hui, même une personne qui ne maîtrise pas la langue anglaise peut continuer à s'auto-former. Il y a beaucoup de livres très intéressants. Sur mon site internet olympfit.fr, il y a une section boutique. Mhm, Je fais une petite pub pour moi. Et dans la section boutique, c'est une boutique Amazon, hein, d'accord? Donc mhm. très simple. Et j'ai sélectionné plusieurs ouvrages que je pense être Intéressant. intéressants et qui sont en français, surtout. Ok, cool, parfait. Merci Alex. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur YouTube, donc Olympfit, sur Instagram, Je mettrai Facebook. la chaîne en description. Voilà, et puis sur Internet, Olympfit. Vous tapez Olympfit sur Google, vous Et vous allez tomber sortez. dessus. Ça marche. Alex, merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour ton partage. Je suis content d'avoir aussi appris à un peu plus te connaître parce que on se croise et on échange des messages, mais en final, ben voilà, on n'a jamais pris du temps pour discuter. Donc c'était très sympa d'apprendre à te connaître. C'est vrai, merci. Euh, Si tu es motivé, je verrai bien d'ici quelques temps un numéro hors série. C'est le deuxième podcast qui est là où sur un sujet spécifique. Je vais réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait aborder comme sujet spécifique, mais j'aimerais bien aller plus loin sur un sujet Avec technique plaisir. avec toi. Merci beaucoup pour ton temps. Je te souhaite un excellent week-end. Passe une bonne journée. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, merci beaucoup pour votre temps. Si c'était votre premier épisode, eh ben, bienvenue sur le podcast de Fondamental. Et si ce n'était pas le cas, ben, merci pour votre fidélité. Je vous dis à toutes et à tous à très bientôt pour un nouvel épisode. Alex, ciao, Merci ciao et à beaucoup à vous bientôt. tous. Merci Ken. Ciao, Ciao. merci.